Près de 2 semaines après le début de l'opération de retrait des enfants et des femmes de la rue, les moyens commencent à faire défaut. Le ministère en charge de la solidarité nationale lance donc une campagne de collecte de fonds pour la poursuite de l'opération. La première réaction à cet appel vient du chef du gouvernement qui a laissé parler son cœur cet après-midi. Les détails à suivre dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, nous irons dans l'ouest du Burkina pour constater plusieurs huileries menacées de fermeture à cause de la mévente. À l'origine de cette situation, la concurrence déloyale et bien d'autres facteurs. Les promoteurs des huileries attendent encore le gouvernement qui leur avait promis de répondre à leurs préoccupations. Vous les entendrez dans le dossier de cette édition. Actualité à l'étranger, 36 candidats en liste pour une élection présidentielle. Cela se passe à Madagascar où la Haute Cour constitutionnelle a validé ces 36 candidatures sur les 46 qu'elle avait reçues. Le scrutin est prévu pour le 7 novembre prochain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous débutons ce journal au palais de Kosiam où le président du Faso a reçu ce matin le nouveau bureau du Conseil supérieur de la communication. Les membres du bureau du CSC sont allés se présenter au chef de l'État et solliciter de sa part un accompagnement afin de réussir leur mandat. La délégation était conduite par le nouveau président du CSC, Mathias Tankwano. Le point de l'audience avec Yacouba Gamene et Nathalie Sawadgo Nabaloum. Le président du Conseil supérieur de la communication CSC, accompagné de son équipe chez le président du Faso, Mathias Tankwano, dit être venu présenter les membres de son bureau au président Roch-Marc Christian Kaboré et prendre conseils et orientations pour la réussite de leur mission. Nous devons repartir sur de nouvelles bases. Pour cela, il fallait que, en tant que premier responsable du pays, et surtout en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, qu'il puisse nous dire de vive voix que nous pouvions compter sur lui. C'est ce que nous avons obtenu ce matin. Nous lui avons déjà fait l'état des lieux que nous avons trouvé. Et donc, à partir de maintenant, nous pensons que nous pouvons être rassurés que nous aurons l'accompagnement non seulement du chef de l'État, mais aussi de son gouvernement, parce qu'il y a pas mal de questions pour lesquelles il faut un accompagnement du gouvernement burkinabé. Placer le CSC dans le concert des institutions républicaines, c'est la vision de Mathias Tankwano et son équipe. D'ores et déjà, des actions sont entreprises pour ramener la sérénité dans la maison. Nous avons mis un comité ad hoc qui est dirigé composé de 5 conseillers ici présents qui sont déjà à l'œuvre, non seulement pour écouter le personnel, et faire l'état de l'existant et surtout faire des recommandations. Mais vous savez aussi que le CSC dispose d'un plan qui va de 2017 à 2021 où nous avons des axes dans lesquels nous devons travailler. Donc nous sommes là-dessus et ce qui est prioritaire, c'est ramener véritablement le personnel du CSC au travail. Le Conseil supérieur de la communication envisage dans les jours à venir de convier les organisations professionnelles de la presse à une rencontre d'échange sans tabou pour le bon fonctionnement de son institution. Venons-en à l'actualité sur l'opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue. 10 jours après le début de l'opération, les résultats sont jugés satisfaisants avec environ 1000 enfants et femmes retirés de la rue. Mais on signale déjà un manque de moyens pour la poursuite de l'opération, d'où cet appel à la solidarité lancé par le ministère en charge du dossier. Paul David Bambara, Estelle Judith Assorba. À la date du 20 août, soit 10 jours après le démarrage de l'opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue, ce sont au total 964 enfants et femmes qui ont été enregistrés au niveau de l'ensemble des sites d'accueil. Ils reçoivent une prise en charge et un appui psychosocial pour leur réinsertion. Le budget prévisionnel de cette opération est de 253 865 000 francs CFA, alors que le ministère de tutelle ne dispose que de 186 millions de francs CFA et en a déjà dépensé 140 millions pendant ces 10 premiers jours. Le besoin est donc là,
d'où une campagne de collecte de fonds pour soutenir l'opération. Elle n'a pas seulement pour vocation de demander de l'argent aux gens, c'est vraiment demander aux gens non seulement de donner les contributions financières, mais eux aussi de contrôler, d'accompagner pour que cette opération puisse aboutir. Il y a des gens qui nous ont appelés, comment on fait pour participer, comment on fait pour vous aider. En tant qu'autorité, nous avons le devoir de répondre à cette demande. Donc c'est dans ce but que nous avons mis cette campagne en place. Séance tenante, la ministre en charge de la solidarité nationale offre un chèque de 500 000 francs CFA sur fonds propres. Et tout citoyen qui désire laisser parler son cœur peut le faire à travers le Fonds national de solidarité. Nous avons les transferts, les cash transferts au niveau de Orange Money au numéro 64 07 76 24, Mobicash 62 29 97 77. Et sur les comptes Trésor 443 360 00001. Sur le compte BICIA 090 530 604 1614. Des mécanismes de contrôle seront mis en place pour permettre à toute personne désireuse d'avoir des informations sur l'utilisation des ressources mobilisées. L'opération concerne pour l'instant la ville de Ouagadougou et s'étendra progressivement aux autres villes du pays. L'ambition est de réduire de 50% le nombre des enfants en situation de rue à l'horizon 2020. Et on enregistre déjà les premières réactions pour la poursuite de cette opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue. Cet après-midi, le Premier ministre a remis sa contribution à la première responsable du ministère en charge de la solidarité nationale. Le geste de Paul Kabat-Yeba est salutaire, même si le montant de la contribution n'a pas été divulgué à la presse. Daouda Ouattara et Omar Zombri. Le Premier ministre Paul Kabat-Yeba fait parler son cœur en faveur des enfants retirés de la rue. En remettant cette enveloppe, le chef du gouvernement répond ici à l'appel de Marie-Laurence Ilboudo, ministre en charge de la solidarité nationale. Pour la ministre, ce geste est à saluer. Je voudrais saluer sa disponibilité pour cette opération et surtout ses encouragements et son engagement d'abord en tant que chef du gouvernement, mais son engagement personnel aussi en tant que Burkinabé pour cette opération. Le montant du don de Paul Kabat-Yeba n'a pas été divulgué. Pour la ministre, c'est le geste qui compte. Justement, ce geste sonne comme une invite à l'ensemble des Burkinabés pour une action solidaire. Actuellement, plus de 215 enfants ont été placés dans le centre et 600 ont été enregistrés dans le répertoire de données du ministère. Ceux qui peuvent aller en famille, ils vont être scolarisés et suivis de leur milieu familial. Ceux qui ne peuvent pas seront scolarisés et ils vont dormir au centre. Maintenant, ceux qui devront aller en formation, nous avons les maîtres artisans et nous avons nous aussi nos centres de formation, y compris le centre de Somgandé, le centre de l'INEFPRO à Ouaga ici et le centre de Orodara et le centre de Ouaga. Nous avons des centres où nous pouvons les accueillir pour apprendre un métier. Plus de 150 agents volontaires du ministère en charge de la femme et de la famille sont mobilisés dans le cadre de ce projet de retrait des enfants de la rue. Pour le moment, les acteurs de ce projet sont dans la phase de ciblage. Après cette phase, les enfants partiront dans des centres appropriés pour leur formation. Ce communiqué de la police nationale avant de continuer dans la nuit du 22 au 23 août 2018 aux environs de 21h, une équipe du commissariat de police du district de Solé, province du Lorum, région du Nord, a été attaquée par des individus armés sur l'axe Solé-Titao. Et suite à cette attaque, il est à déplorer le décès de l'assistant de police Bonzi S. Aristide, matricule 211 556. Au cours de la même nuit, un groupe d'individus armés a tenté d'attaquer le commissariat de police du district de Solé aux environs de minuit. Au tir nourri des assaillants, les éléments de garde ont opposé une riposte tenace qui a mis en déroute les assaillants. En ces circonstances, le directeur général de la police nationale présente ses condoléances à la famille éplorée. Aussi, il salue la détermination des personnels du commissariat de police du district de Solé face à l'adversité. Pour terminer, le directeur
directeur général de la police nationale invite les populations en général et celles de la région du Nord en particulier à une franche collaboration dans le cadre de la mission de ratissage en cours. À cet effet, les numéros verts suivants sont à leur disposition, le 16, le 17 et le 10-10. Autre point de l'actualité avec cette question, comment lutter efficacement contre la corruption, le blanchiment des capitaux et l'évasion fiscale dans le domaine des industries minières. Selon des OSC membres de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, il faut faire connaître la propriété réelle de ces sociétés. Et cela se passe au cours d'un atelier organisé à Ouagadougou au profit des acteurs du secteur minier et de la société civile. Nongba Kouda, Nathalie Sawadou, Nabaloum. D'ici à 2020, la transparence en matière de propriété réelle dans le secteur extractif doit être une réalité au Burkina Faso. Les acteurs du secteur minier et de la société civile s'imprègnent ici du concept de la propriété réelle. Objectif, mieux lutter entre autres contre la corruption, l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux. L'objectif, c'est de lutter contre des sociétés écrans, les délits financiers. C'est également de lutter contre le financement du terrorisme en tenant compte du contexte aujourd'hui. Donc, les pays qui mettent en œuvre l'ITIE doivent prendre des mesures pour lever tout obstacle qui pourrait causer un problème d'identification de ces propriétaires-là. Pour le directeur des programmes de l'ONG ORCAD, selon une étude, ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui échappent chaque année aux États africains, d'où l'urgence et la nécessité de lutter contre ces fléaux. Nous allons démontrer pendant la formation qu'il y a des gens, pendant leur exercice, du fait de leur position politique, ont créé des conditions, se sont passés des concessions d'exploitation, créer des entreprises fictives en leur nom, et quand ils ont quitté leur fonction, ils sont devenus en réalité des vrais propriétaires de ces entreprises-là. À partir de 2020, ça va devenir une obligation pour tous les pays qui mettent en œuvre l'ITIE. Donc, nous sommes en train de préparer les gens à comprendre la nécessité de faire en sorte que cette mesure connaisse un succès parce qu'il y va du développement de nos pays. Cet atelier qui va durer 2 jours vient renforcer ainsi l'action de l'administration fiscale et partant de là, la bonne gouvernance économique. Dans le domaine des hydrocarbures, les acteurs sont à la recherche de meilleures stratégies de conditionnement et de fixation du prix du gaz butane. Sur le sujet, les raffineurs et distributeurs africains regroupés en association tiennent une rencontre à Ouagadougou. C'est aussi le cadre pour eux de partager leur savoir-faire en matière d'utilisation et de manipulation du gaz butane. Plus de précisions avec Kadi Sanogo. La consommation du gaz butane connaît une croissance de plus en plus forte sur le continent africain, selon les experts. Il faut alors trouver des solutions pour anticiper sur les besoins des populations. Et c'est ce qui réunit l'Association des raffineurs et distributeurs africains à Ouagadougou. Les travaux de notre atelier sont conçus pour couvrir tous les maillons de la chaîne, le raffinage et l'importation, le transport, la mise en bouteille et les autres modes de consommation, la fiscalité, la tarification, etc. Je n'ai pas de doute, au regard de la qualité des participants à cet atelier, que de nos travaux émergeront des axes d'action pour l'essor et l'optimisation des activités de cette chaîne au profit des consommateurs de gaz butane de notre continent. Satisfaire les Africains en matière de gaz butane, un objectif également partagé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Il faut tenir compte, dans le cadre de ces réflexions, des enjeux de performance économique, ainsi que de la qualité du service qui est rendu aux usagers, qui sont des questions importantes. Tout cela doit prendre en compte le contexte de la concurrence également dans nos pays, concurrence exacerbée et qui nécessite également qu'il faudrait qu'on se conforme
aux questions liées au développement durable dans l'usage des produits que nous avons. Au sortir de ces discussions, les participants venus de 80 pays du continent devraient être en mesure de coordonner leurs actions afin de répondre efficacement aux attentes de leur population. Dans l'actualité également, la SNCITEC et bien d'autres huileries sont menacées de fermeture. Depuis le mois de janvier 2018, ces usines n'arrivent pas à écouler leurs produits sur le marché à cause principalement de la concurrence déloyale. Sur la question, les promoteurs des usines d'huileries ont échangé avec le gouvernement, mais ils attendent toujours des réponses à leurs préoccupations. Des détails dans ce dossier de Lamine Karantao et Ali Traouri. Des bidons d'huile de consommation à perte de vue. Nous sommes à la SNCITEC, une des principales sociétés spécialisées dans la fabrication d'huile à Bobo-Dioulasso. Malheureusement, le produit fini n'arrive pas à être écoulé sur le marché. C'est une situation de mévente que nous n'avons jamais connue. Sur nos provisions à ce jour, nous n'avons vendu que 40% de notre production. Donc il reste 60% de la production que nous avons vendue, que nous n'avons pas vendue, et vous la voyez derrière nous. Nous avons environ 400 000 bidons actuellement sur le parc. Cette mévente d'huile se constate également à l'huilerie Fatim avec plus de 70 000 bidons de stock. Même situation à Watan, dont les machines sont aux arrêts. C'est la pire de toutes les années. Pourquoi? Étant donné que lui, on a des stocks depuis janvier, on n'en arrive même pas à vendre. J'ai vendu de janvier jusqu'à aujourd'hui 200 bidons seulement par rapport à toute notre production. Et ça, c'est dû à une concurrence déloyale qui est instaurée depuis longtemps dans les pays. À l'image de ces usines, toutes les huileries de Bobo-Dioulasso connaissent le même sort. La cause, une concurrence déloyale sur le marché, mais pas seulement. La mévente, pour nous considérons que notre mévente est surtout due à une concurrence déloyale des huiles asiatiques. Bon, ce que je veux vous dire et que tout le monde connaît, vous savez que les huiles asiatiques actuellement ne sont même pas vendues dans certains pays du monde. Si elles étaient de bonne qualité, on n'allait pas les interdire. Cette situation, selon le promoteur, engendre des pertes de devises pour le pays. À cela, il faut ajouter la qualité d'huile qui peut être une menace pour la santé des populations. Ça tue les industries et en même temps, la qualité d'huile qui rentre là n'est pas aussi de l'huile assez propre. Donc, du coup, on tue nos industries, comme je le disais, et encore, on tue même la population. La consommation abusive des huiles étrangères qui rentrent là, ça nuit à la santé. C'est surtout ça. Il y a déjà certaines huileries qui sont arrêtées. CITEC va s'arrêter dans une vingtaine de jours parce que nous avons beaucoup de stocks derrière nous. Nos cuves sont en train de se remplir. Donc, on ne pourra plus fonctionner. Et les inconvénients, ensuite, nous aurons le personnel sur le dos. Et si on vous dit que nous avons vendu seulement 40% de notre production, il y a 60% qui sont en stock. Vous savez qu'il y a des taxes qui sont liées à la vente, principalement la TVA. Donc elle n'est pas collectée, elle n'est pas versée. Ces promoteurs d'huileries avaient déjà échangé avec les autorités. Mais depuis, ils attendent la concrétisation des promesses. Si l'État n'agit pas dans un bref délai, vous-même constatez avec nous que déjà même c'est détérioré. Sinon, si ça dépasse cela, c'est carrément vraiment la catastrophe totale. Avec cette situation de mévente, la campagne cotonnière à venir est menacée. Par faute de moyens financiers, les graines de coton, la matière première dans la fabrication de l'huile, risquent d'être inaccessibles aux promoteurs des huileries. Voilà donc pour ce dossier. Et puis, les moments de partage se poursuivent au lendemain de la Tabaski. Des personnes nécessiteuses de la ville de Ouagadougou reçoivent plus de 2000 kits de viande de la part de la Fondation de solidarité et d'aide au peuple africain. C'est une ONG turque qui fait la promotion des valeurs de solidarité et de partage. Oscar Soulama et Vincent Tchendrebego. Tassiri reçoit son kit contenant 5 kg de viande.
Comme lui, 2000 nécessités sont bénéficiaires du même don de la FOSAPA, la Fondation de solidarité et d'aide au peuple africain. Vraiment, je suis très content qu'on pense à ceux qui ne peuvent pas trouver. On les satisfait vraiment. La Tabaski, c'est la célébration du sacrifice et du partage pour les fidèles musulmans. Et par ce don, la Fondation de solidarité au peuple africain entend soulager ceux qui, par faute de moyens, n'ont pas pu accomplir ce rituel. Il y a deux volets. D'abord, il y a un volet spirituel lié même à la période, qui est la période de Tabaski. Le deuxième volet, c'est un volet de solidarité. C'est-à-dire c'est les périodes pendant lesquelles tout musulman est appelé à manifester la solidarité envers les autres, ses voisins, ses amis, ses connaissances. Il faut saluer cela, tout ce qui se place dans la droite ligne d'aide aux populations, la solidarité et le souci des personnes vulnérables rentrent en droite ligne avec notre département et nous allons accompagner ces initiatives. Au Burkina Faso, nous avons des gens qui le font isolément. Ce que je peux lancer, c'est de le mettre ensemble. L'union fait la force. L'ONG est présente au Burkina depuis 2008. Elle œuvre dans les secteurs de l'éducation, de l'eau et assainissement. Elle envisage dans les jours à venir poursuivre cette opération sur tout le territoire national. L'amour du prochain et la citoyenneté sont les principales valeurs qui seront prônées à l'occasion d'une caravane prévue très prochainement au Burkina Faso. Cette caravane qui va traverser les 13 régions du pays est une initiative de l'artiste musicien Sana Bob. L'artiste a expliqué son projet au cours d'une conférence de presse ce jeudi. Le point avec Amadou Ilboudo et Pascal Kane. Le tour du Burkina en une année et tout en musique. C'est ce que propose l'artiste musicien Sana Bob. Vivre ensemble, c'est le concept qui l'amènera lui et son équipe dans les 13 régions du Burkina. Tournée au cours de laquelle il se produira pour prôner l'unité et le vivre ensemble. En tant qu'un artiste, j'ai constaté que chaque fois un artiste qui a le bon message aujourd'hui, le parent a besoin de ça même au village. C'est pour cela que j'ai essayé d'initier un projet renommé Vivre ensemble et qui va aller auprès de nos parents en ville, dans le service, partout. Même pourquoi pas créer une soirée spécialement la presse avec les artistes aujourd'hui. Nous allons vraiment prendre un pot ensemble, essayer de vivre ensemble. En plus des concerts, Sana Bob veut également rencontrer les jeunes et les autorités des régions avec le même message, contribuer à ce que les Burkinabés restent unis face à l'adversité. Nous, on est déjà ensemble, mais tu es d'accord avec moi aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas sur l'humanité. Mais il manque souvent de communication tout simplement. Même mes frères qu'on parle souvent, ce sont les djihadistes qui ôtent là. Tu vas voir, ce sont les Maliens qui ôtent la vie des Maliens. Ce sont les Burkinabés souvent même qui sont en complicité avec le problème burkinabé. Regarde un pauvre Africain aujourd'hui qui n'a rien à manger, même son village n'a rien. Mais le physique, quand on arrête le physique qu'il tient en main là, c'est écoutez, ce n'est pas fabriqué en Afrique. Le médecin n'est pas fabriqué en Afrique. Il y a quoi aujourd'hui? Au lieu d'aller peut-être attaquer un animal ou rentrer dans l'eau, tuer une grosse baleine pour qu'on puisse manger, c'est son frère qui va ôter la vie. Il y a quoi? Son frère a quoi à voir avec lui? Mais il manque de communication. La caravane Vivre ensemble débutera en septembre prochain à Tinkodogo pour se terminer par un grand concert à Ouagadougou en juin 2019. L'ambassadeur du Mali au Burkina Faso salue la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta à l'élection présidentielle organisée dans son pays. À ce sujet, le diplomate malien a fait une déclaration cet après-midi devant la presse. Selon Amadou Soulalé, le vote s'est déroulé de façon transparente et démocratique et le choix des Maliens doit être respecté de tous. Konsun Koulibaly et Olopoda. Des résultats définitifs de l'élection présidentielle au Mali, l'ambassadeur Amadou Soulalé fait le point. Ibrahim Boubacar Keïta remplit pour un second mandat de 5 ans, une victoire qui, selon le diplomate, est l'expression d'une confiance renouvelée du peuple malien. Le peuple malien qui vient de lui renouveler sa confiance a pu exprimer librement sa volonté lors de ces élections présidentielles qui se sont déroulées de manière transparente, démocratique, dans un environnement calme et paisible dans la majeure partie du pays. Les Maliens ont fait leur choix et le choix des Maliens doit être respecté de tous.
Le diplomate malien salue la vitalité des liens de coopération qui existent entre son pays et le Burkina Faso. Une coopération qui a permis à ses compatriotes vivant au pays des hommes intègres de voter dans la quiétude et la transparence. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer et féliciter les acteurs politiques maliens vivant au Burkina Faso, ainsi que les agents électoraux pour leur sens civique et patriotique qu'ils ont manifesté tout au long du processus électoral. C'est aussi le lieu et le moment d'adresser mes sincères remerciements aux autorités burkinabées qui ont bien voulu mettre à la disposition de l'ambassade des sites qui ont servi de centres de vote et des agents de force de l'ordre dont le professionnalisme a permis aux électeurs maliens d'accomplir dans la quiétude leurs devoirs citoyens. Le lendemain de ce scrutin, l'ambassadeur malien appelle tous ses compatriotes à l'union pour un retour définitif de la paix et de la sécurité au Mali. Du côté de Madagascar, l'élection présidentielle est prévue pour le 7 novembre prochain et 36 candidats sont en liste. La Haute Cour constitutionnelle a validé les 36 candidatures. Elle a aussi invalidé les candidatures des 10 autres prétendants à cette élection présidentielle. Ils seront finalement 36 pour un fauteuil. La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar a validé mercredi 36 candidatures pour la présidentielle du 7 novembre. 10 des 46 dossiers enregistrés lors de la période de dépôt de candidature ont été invalidés par cette instance. Parmi les causes de ces rejets figurent l'absence de casier judiciaire, de caution ou de certificat de résidence, entre autres. Sans surprise, les grands noms de la politique malgache prendront part à ce scrutin. Il s'agit des anciens présidents Didier Ratiraka, Marc Ravalomanan et Andry Rajoelina. Le président sortant, Eri Rajoelina-Rimampianina, est aussi candidat à sa propre succession. La présidentielle du 7 novembre permettra peut-être au pays de sortir de la crise politique née de la contestation par l'opposition en avril des nouvelles dispositions électorales. Le chef de Daesh refait surface et appelle ses partisans à poursuivre le djihad. Le chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, remobilise ses troupes à travers un message audio diffusé hier mercredi. Il serait donc vivant et se cacherait dans une zone entre la Syrie et l'Irak. Le chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, appelle ses partisans à poursuivre le djihad. Dans cet enregistrement sonore qui lui est attribué, il bénit les terroristes qui ont notamment frappé le Canada et l'Europe et appelle à poursuivre les attaques contre l'Occident. Cet enregistrement, qui dure près d'une heure, a été diffusé sur la messagerie cryptée Telegram à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha qui marque la fin du grand pèlerinage à la Mecque. Selon des responsables irakiens, Abu Bakr al-Baghdadi, donné pour mort à plusieurs reprises, serait encore en vie et se trouverait en territoire syrien le long de la frontière avec l'Irak. Sa tête est toujours mise à prix 25 millions de dollars par les États-Unis qui considèrent eux aussi qu'il serait toujours en vie. La seule apparition publique connue du chef de l'État islamique remonte à 2014. C'était dans la mosquée Al-Nouri de Mossoul en Irak, une mosquée détruite depuis. La situation politique en Côte d'Ivoire en rapport avec la présidentielle de 2020 est commentée par les quotidiens burkinabés de ce jeudi. En actualité nationale, les journaux s'intéressent à la pénurie d'eau à Banfora dans la région des Cascades. La revue de presse est avec Vincent Tchendrebego. Tabaski sans eau dans les robinets, c'est la une de l'Observateur Palga. En effet, les populations de Banfora, Béréga-Dougou et Takale-Dougou souffrent d'une pénurie d'eau suite à une panne sur les installations de l'ONEA. Une rupture d'un canal est intervenue en plein marécage et avec la montée des eaux, une réparation s'avère impossible selon les techniciens de l'ONEA rapportés par l'Obs. Comme solution palliative, des camions-citernes approvisionnent ces localités en eau potable. Les dernières nouvelles politiques en Côte d'Ivoire, analysées par Sidoya. Après le divorce entre Bédié et Alassane Ouattara,
Le camp du président de l'Assemblée nationale regroupé au sein de l'UDS, l'Union des Soroïstes, demande ouvertement à Guillaume Soro de se présenter à la présidentielle de 2020. Une stratégie de l'intéressé, selon Sidoya, pour sonder l'opinion publique sur sa candidature. Et il met du coup la pression au président Ouattara qui ne cache pas sa préférence pour son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, même si Ouattara lui-même n'exclut pas un troisième mandat. En tous les cas, le paysage politique se recompose en Côte d'Ivoire sur le front de la succession. Le pays commente une sortie médiatique du président tchadien effectuée à l'occasion de la Tabaski. L'ère n'est plus au coup d'État, a rappelé Idriss Déby, soit elle n'est non plus au règne à vie, ajoute le journal. Que peut-on encore donner à son pays quand on est à son 5e mandat? Le salut n'est pas dans le déni de la démocratie, mais dans l'alternance pacifique et élégante, conclut le journal. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTV.